Bonjour et shalom pour cette nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, sur un sujet de société israélienne en nous entretenant avec le Rav Yaakov Lévi qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé À bâton rompu, un ouvrage qui rassemble ses chroniques hebdomadaires parues ces dernières années dans le Petit Hebdo. Des écrits fort intéressants, montrant bien que les fonctions de rabbin israélien, spécifiquement israélien, constituent en fait un passionnant poste d'observation et d'analyse sur les réalités parfois subtiles et bigarrées du pays d'Israël. Alors, avant de nous entretenir avec le Rav Lévi, je voudrais justement, non pas procéder à des lectures, mais vous dire comment se structure ce livre. Il y a 5 parties qui traitent d'abord du monde de la synagogue, c'est normal pour un rabbin en poste, qui a connu d'ailleurs plusieurs postes dans sa carrière. Le monde de la prière ensuite, avec des réflexions sur très originales et bigarrées sur des aspects des prières elles-mêmes. La troisième partie, c'est l'univers du Shabbat et des fêtes. Et puis, une quatrième partie assez originale sur laquelle on reviendra, qui s'intitule La civilisation israélienne. Et une cinquième partie sur le monde de l'éducation, ce qui est normal, puisque le Rav Lévi est aussi un pédagogue, un enseignant. Et puis le livre se termine par d'émouvantes extraits de biographie qui s'intitulent Pages d'histoire. Donc 6 parties. Et alors, Rav Lévi, puisque on va parler de votre livre, je vais rappeler quel était un peu votre itinéraire. Vous avez fait des études rabbiniques au fameux séminaire de la rue Vauquelin à Paris, qui était alors dirigé par le Rav Ernest Guggenheim. Je crois que c'est le père du grand rabbin actuel de Paris. Puis, il était aussi dirigé ensuite par le Rav Emmanuel Chouchna. Après ces études de rabbin, vous avez exercé entre 80 et 82 des fonctions de rabbin en tant que rabbin à Lyon, puis aussi dans des fonctions d'aumônier militaire entre 82 et 84 dans le sud-ouest de la France, pour toute la région d'Aquitaine. Et d'ailleurs, à chaque fois que je lis ce terme pour un rabbin d'aumônier militaire, c'est un paradoxe, quoi, comme on est un rabbin aumônier, mais bon, ça c'est une autre question, c'est les contradictions de l'exil. Et puis en fin 84, c'est l'alia vers Israël avec votre épouse pour aller vivre directement, c'est assez original, au Moshav Revaya, au nord de la vallée du Jourdain, près de Beth Shean. Un lieu, m'avez-vous précisé, d'intégration profonde au pays d'Israël, où vous avez exercé pendant 30 ans, c'est une durée de vie, le quart de 120 ans, les fonctions de rabbin pour les fidèles des communautés de 4 moshavim qui étaient regroupés à l'époque dans l'association Bikura. Et ensuite, après ces 30 ans, vous venez, je crois, de vous installer près de 5 ans à Jérusalem, dans le quartier de Talpiot Arnona, où vous devenez le rabbin en charge de la nouvelle synagogue Atride, qui a été fondée sur la Taïelet, c'est-à-dire la grande promenade de Talpiot, fondée par le regretté Jackie Drey. Vous êtes aussi, faut-il le préciser, enseignant et pédagogue, titulaire d'un doctorat en éducation. Et avant de venir à Jérusalem, vous avez enseigné au kibbutz De'el Yahu et à la yeshiva tichonite d'Afula. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est pas forcément une question, mais c'est une suggestion, c'est que on s'aperçoit à la lecture de votre livre, parce que finalement il y a 2 niveaux, il y a les articles, on pourrait dire le pshat, ce qui est écrit, et puis ce que vous racontez qui est très coloré, très original, mais moi il y a un aspect qui m'a intéressé plus particulièrement, c'est le titre que vous avez donné à un chapitre assez central qui s'appelle « La civilisation israélienne ». Alors, je trouve ça surprenant et original. Tout à l'heure, on lira un extrait d'un des articles qui, justement, nous aidera à comprendre ce que vous avez voulu entendre par là. Et pourquoi n'avez pas dit la société israélienne ? Vous avez parlé de la civilisation israélienne. Personnellement, je crois que le peuple d'Israël vit une autre époque et qu'il il est dans un creuset, un nouveau creuset, qui le reforme à nouveau. À partir de la galoute, à partir de l'exil, à partir de la diaspora. On se retrouve tous ensemble, il y a une sorte d'implosion du peuple d'Israël, on se retrouve tous ensemble, et là, il y a un nouvel Israélien qui naît.
et qui redonne vie au peuple d'Israël. Un nouvel hébreu ou l'israélien, c'est un nouvel hébreu ou... Non, je crois qu'on doit considérer tous les Israéliens. Il y en a qui se considèrent comme des nouveaux Hébreux, il y en a qui se considèrent comme des nouveaux Israéliens, une autre civilisation, une autre société, un autre juif finalement, avec toutes les couleurs que chacun a pu apporter des différentes diasporas. Et ce mélange-là fait qu'on vit une autre époque, on a devant nous un autre Israélien, un autre Juif finalement. Alors justement, l'extrait que j'ai choisi de parcourir est très intéressant parce que derrière le titre, ça s'appelle cet article « Tous pour un et un pour tous ». Et en fait, dans cette réflexion, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que vous mêlez des constatations presque, j'allais dire journalistiques, en tout cas de faits, de choses concrètes, avec une réflexion de fond. Et c'est ce qui donne donc à vos écrits ce label de poste d'observation dont je parlais tout à l'heure. Mais là, dans cet extrait, ce qui est formidable, c'est que vous mettez en exergue, dans ce passage, l'importance dans l'Israël d'aujourd'hui, qui s'est affirmé au fil des décennies, de la réémergence, j'allais dire, de la Eda ou des Keilot, c'est-à-dire la dimension communautaire dans le pays des Hébreux, nouveau pays, enfin le nouveau vieux pays des Hébreux, c'est-à-dire la nécessité que ça a au plan social et spirituel pour Israël qu'il y ait la dimension communautaire. Alors je vais lire quelques lignes et vous allez nous décrypter un peu cette chose-là. Et ça, c'est au cœur de votre chapitre sur la civilisation israélienne. On reviendra sur le terme tout à l'heure. Vous dites ainsi, je lis, « Avant la création de l'État d'Israël, les communautés juives ont vécu pendant des siècles en autarcie. De traditions séculaires fortement réglementées, elles subissaient peu l'influence de celles qui appartenaient à d'autres pays du fait de la lenteur des moyens de communication, etc. » Et puis vous dites après, la création de l'État d'Israël provoqua une implosion, c'est ce que vous nous disiez à l'instant, de toutes ces communautés qui se sont retrouvées côte à côte, ayant perdu l'expérience intertribale de l'époque qui précéda l'exil des Judéens 2000 ans auparavant. De façon brutale, parce que déracinés de la diaspora, tout ont dû apprendre à gérer à nouveau leur patrimoine, donc les communautés en Israël. Et puis vous dites plus tard, un peu plus loin, mais si ce n'était que cela, il suffisait de reconstituer patiemment le puzzle d'attente. Seulement la réalité israélienne était tout autre. Et vous donnez quelques exemples, et vous dites que le problème n'est pas nouveau, et vous dites ceci qui est vraiment au cœur de cette réflexion. L'affirmation ethnique des communautés s'est révélée être une bénédiction. Au lieu d'être un particularisme, une bande à part, on pourrait dire, ou un éclatement. Au contraire, l'affirmation ethnique, je répète cette phrase intéressante, des communautés s'est révélée être une bénédiction, d'abord du fait qu'en Israël, la coexistence a adouci de plus en plus la dureté des traits sociaux de l'État depuis sa création, ce qui est original à concevoir, les exceptions étant immédiatement repérées et sanctionnées. Ensuite, parce que les différentes communautés ont appris à se compléter l'une et l'autre tout en conservant leur identité culturelle et cultuelle. Le chemin est encore long, mais avec le temps, chacun se rend à l'évidence que cette existence multicolore permet une large ouverture au monde, un accueil sincère de l'autre sans avoir peur d'un cheval de Troie, tout en conduisant à l'optimisme et au courage. Alors, est-ce que c'est ça, si vous voulez, l'une des marques de ce que vous définissez comme la civilisation israélienne, c'est en son sein, en son cœur, l'aspect déterminant de la Eda ou de la Keila? Je vais vous dire. Comme j'ai écrit, pendant des siècles, les communautés ont vécu en autarcie, n'ont pas été influencées les unes par rapport aux autres. Ici, en Israël, je crois dire un peu par l'affirmative que les communautés ont beaucoup de mal à garder leur autonomie. C'est-à-dire les unes influencent les autres. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, par exemple pour les slichot, puisqu'on est en ce moment aux slichot. Vous savez, les slichot chez les Ashkenazim sont très difficiles. D'abord du point de vue de l'hébreu. L'hébreu est très difficile, la langue est très difficile. C'est une langue du Moyen-Âge vraiment, il faut se pencher pour comprendre ce que le Païtan a voulu dire. Et elle change tous les soirs. Alors que chez les Sfaradim, non. Les Sfaradim sont très chantants. Les slichot sont très chantantes. Et ce sont les mêmes slichot pendant 40 jours. Très exactement 30 jours, parce qu'on enlève Rosh Hashanah, etc. Les Shabbatot. Et aujourd'hui, nombre d'Ashkenazim, je parle par exemple des écoles.
vont souvent dans les communautés sfarades le matin de bonne heure pour chanter les slichot avec la communauté parce qu'ils sentent que leurs propres slichot sont un peu monotones. Décalés aussi. Voilà. Un peu, oui. L'inverse est aussi vrai. Par exemple, le Hallel chez les Ashkenazim est très beau. Le chant est très très joli. Et beaucoup de communautés sfarades ont adopté le Hallel alors que ce soit à ce niveau, au niveau liturgique, que ce soit au niveau culinaire, que ce soit au niveau des mariages. Chacun a finalement adopté les coutumes et les us et coutumes. Une osmose, en fait. Une osmose. Et c'est pour ça que je dis que c'est une bénédiction. Parce que finalement, les uns enrichissent les autres. Et justement, vous concluez ce chapitre avec ce si joli titre Tous pour un pour tous. Vous dites ceci: cette idée de pluralisme n'est pas seulement une doctrine que l'on accepte ou non, c'est-à-dire on peut être d'accord ou non, c'est une halakha, c'est-à-dire une obligation d'une certaine manière. Maïmonide rapporte ainsi dans son Mishneh Torah que le Messie révélera à chacun d'entre nous à quelle tribu il appartient et que le Yovel, le fameux jubilé, c'est-à-dire la suspension des travaux agricoles de la 50e année, ne peut être pratiquée que sous deux conditions incontournables. D'abord, lorsque la majorité du peuple d'Israël résida sur sa terre, ce qui est en train de se faire, c'est presque ces années, ces semestres. Ensuite, quand chaque tribu reprendra le territoire qui lui a été attribué par Dieu. Donc en fait, c'est le pluralisme, c'est-à-dire cette mosaïque israélienne, c'est en même temps l'affirmation d'une singularité, c'est l'affirmation d'un tout Israël, d'un universalisme en même temps. Oui, je pense que chaque juif aujourd'hui qui vit en Israël a un dénominateur commun. Qui est l'école, l'armée, la société en général. Et chacun doit garder effectivement ses particularités. C'est ce qui fait toujours, je pense, que le minhag est quelque chose qu'il faut garder, mais toujours sur une base de société israélienne où chacun comprend l'autre. Et finalement, la synagogue, c'est à la fois un microcosme et le cœur qui bat le pouls d'Israël, même pour ceux qui n'y viennent pas. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que, alors justement, revenons à l'idée de ce chapitre. Franchement, j'ai été interpellé par. Vous avez une partie, donc une des 6 parties, ça s'appelle la civilisation israélienne. Pourquoi vous avez choisi ce nom-là ? Parce que vous auriez pu dire la société ou je dirais la culture israélienne. Mais vous parlez de civilisation. Et je vous pose la question parce que je me souviens de l'une des définitions qu'avait donné Manitou, qu'on interrogeait souvent comme certains par le passé interrogeaient Hillel et Shammai en disant: je veux savoir sur un pied qu'est-ce que c'est que la Torah ou qu'est-ce que c'est que Israël. Et là, on avait posé la question il y a fort longtemps à Manitou, on lui avait demandé qu'est-ce que c'est que le judaïsme. Alors il a expliqué ça dans des textes, etc., mais il avait dit le judaïsme, c'est une certaine manière d'être homme. Donc c'est pas une religion au sens cultuel seulement, mais c'est aussi un projet de civilisation. Et donc, quand vous parlez de civilisation israélienne, pour moi ça fait tilt. Vous entendez quoi par ce terme de civilisation ? Je vais vous dire, le mot civilisation, on peut le rapprocher au mot ville, qui peut être lui-même rapproché par le mot structure, finalement. Quand je parle de civilisation israélienne, je pense plutôt à une restructuration du peuple d'Israël en Israël. Et ça rejoint un peu la discussion que nous avons il y a une minute. Finalement, les uns se restructurent l'un par rapport aux autres. Ce n'est plus la vie de la diaspora, ce n'est plus la vie de la galoute. On parle d'un État moderne, d'un judaïsme moderne, tout en restant dans les limites de l'orthodoxie. Mais on revoit les choses dans un État dans l'État d'Israël moderne. Et ça, je trouve que c'est très important. Encore une fois, l'homme israélien renaît de sa diaspora, de son exil. Ce qui est intéressant, et là je saute un peu de la théorie à la pratique, vous avez pris en main cette synagogue du quartier de Talpiot Arnona, une synagogue toute neuve. Et moi qui aussi fréquente ce quartier, j'étais assez stupéfait de voir la grande assistance qu'il y a dans cette synagogue. C'est-à-dire finalement,
c'est vrai, il y avait un besoin de construire, il y avait un besoin de Beth Knesset là-bas, mais ce qui est intéressant, c'est justement le melting pot qu'il y a, parce qu'il y a, en fait, on peut dire comme ça, en gros, si je ne me trompe pas, il y a à peu près un tiers de francophones, parce qu'ils sont dans le quartier, surtout de gens qui sont arrivés ces dernières années, de jeunes couples la plupart du temps, avec pas mal d'enfants, et puis les 2 tiers, ce sont des Israéliens du quartier oui. et qui se retrouvent ensemble le Shabbat, où la synagogue est bondée, et véritablement, si vous voulez, c'est très florissant, c'est-à-dire que alors qu'il n'y avait rien, tout d'un coup, il y a un endroit qui paraît incontournable. Comment vous avez vécu ça ? D'abord, il faut vous dire que d'abord, il y avait un manque. Les gens ont vu qu'il y a une nouvelle synagogue, un nouveau comité, un nouveau rabbin. Et bon, ils ont été attirés. Et puis bon, c'est finalement tout le travail du rabbinat, quoi. Aller vers la communauté, savoir aller... Non, mais là, la communauté, elle n'existait pas. Elle s'est créée. Aller au-devant des gens. Aller au-devant des gens. Je crois que c'est le mot d'ordre du rabbinat. Aller au-devant. Surtout aujourd'hui où finalement, on peut vivre sans synagogue, je veux dire. On peut vivre sans religion. On peut vivre seul. Mais là, lorsque les gens sont venus, finalement, ils ont vu un havre de paix, on va dire. Ils ont vu qu'on pouvait prier de façon calme, détendue, en chantant, ensemble. Et ça, c'est très important. Je vais vous dire une chose. Le mot d'ordre de Yehoshua Derez, Jacques Drez, Zichrono Livracha, c'était que finalement, dans notre synagogue, on veut, avec un V majuscule, que les gens trouvent un havre de paix. Et ça, c'était très important. Je tiens à souligner que finalement, c'est un peu son héritage spirituel de Jacques Drey, qui nous a hérité à nous, à son fils qui continue maintenant, Shmuel, et au comité, et à moi-même. Et donc on fait tout pour que les gens se sentent bien dans la synagogue. Alors ce qui est intéressant, puisqu'on en revient à votre parcours personnel, à votre biographie, c'est que, et ce qui explique peut-être d'ailleurs le succès que vos cours, votre présence et votre sérénité impriment à cette communauté, on peut dire naissante, parce qu'elle n'existait pas il y a quelques années, quelques brèves années, c'est que dans votre parcours, lorsque vous avez fait votre alia, vous n'avez pas eu du tout une intégration, je dirais, comme celle d'aujourd'hui, qui n'en est pas une d'ailleurs. Vous êtes arrivé directement dans un moshav, en plein centre d'Israël. Où personne ne parlait français. Personne ne parlait français. Vous avez fait une plongée dans l'Israël réel qui vous a drôlement façonné d'une certaine manière. Parce que vous étiez déjà un érudit, quelqu'un qui connaît les textes, et donc l'hébreu ne vous posait pas de problème, mais c'est en termes de mentalité. Vous êtes passé par le creuset de cette réalité du moshav, vous êtes resté 30 ans, ce qui est considérable, et de là, maintenant, vous voguez sur d'autres mers. Mais parlez-nous un petit peu de cette période-là. Je vais vous dire, le moshav, c'est une société fermée. C'est une grande famille en soi. Et chacun vit un peu l'autre. Et d'une part, d'autre part, personne ne parlait le français, donc on a été obligé de parler l'hébreu, mais d'être jeté. Nos enfants sont nés là-bas, au moshav. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé à Talpiot, dans la communauté Atrid, il est vrai que, on va dire que j'avais acquis déjà une grande expérience, et au niveau du rabbinat, et au niveau de la société israélienne, au niveau de l'hébreu également. Ce qui fait que c'est seulement maintenant que je reparle le français, parce que pendant des années, je n'ai pas du tout parlé français seulement avec mon épouse, parce que ça faisait très naturel. Mais je veux dire, c'est seulement ces derniers temps que je reparle le français avec un groupe d'amis qui se trouvent là-bas. Vous avez dit le tiers, c'est à peu près ça dans la synagogue. Et puis vous savez, un ami amène un ami, ce qui fait que l'un est un peu l'aimant de l'autre. Et c'est peut-être ça qui fait que notre synagogue se retrouve être on va dire, Ali à la Regel, le point
centrale du quartier. Alors ce parcours parallèle entre d'une part cette intégration forcenée, j'allais dire, et par la force des choses en Israël par le Moshav, et aussi votre démarche spirituelle et d'étude des textes, et vous êtes aussi un enseignant, ça explique en fait pourquoi, parce que je m'étais un peu étonné que d'abord vous n'avez pas d'accent quand vous parlez l'hébreu, et que vous faites votre Dvar Torah. Bon, j'ai assisté plusieurs fois à vos interventions pendant le Shabbat. D'abord, on voit aussi l'expérience de quelqu'un qui fait des choses pas trop longues, qui ne s'impose pas trop longtemps, qui donne l'essentiel. Mais surtout, à constater l'attention de l'auditoire quand vous faites ces Dvar Torah, je me rends compte que c'est l'aboutissement de tout ce double aspect, c'est-à-dire un Israélien, je dirais du Moshav, en tout cas des profondeurs d'Israël, qui amène dans un hébreu sans accent des éclaircissements de Torah, et ça passe très très bien. J'ai été assez étonné, parce que moi je circule pas mal dans les quartiers de Jérusalem, c'est pas toujours comme ça quand on fait un Dvar Torah, donc je vais vous dire franchement, pour parler 10 minutes, il faut préparer 2 heures. Ouais, ça c'est certain. C'est pas un journaliste que je veux dire. Plus c'est court et plus ça demande Et je passe pas mal de temps à une dracha de 10 minutes. Il faut dire la vérité. Et je vais vous dire, il est vrai que j'ai passé de longues années au Moshav, mais ce que j'ai appris au séminaire israélien de France m'a servi jusqu'à aujourd'hui, me sert jusqu'à aujourd'hui avec mes maîtres, qu'ils soient le grand rabbin Gonaïm, le rabbin Shushna, le grand rabbin Charles Toiti, Zichronam Livracha. Ce sont eux qui m'ont donné, on va dire, les moyens de le faire. En quoi exactement ? Analyse des synthèses. Ah oui. Ce qui est très français. Et je crois que ça plaît beaucoup, et j'oubliais le grand Massirat, mais je crois que ça plaît beaucoup au public israélien malgré tout. Alors ce qui est intéressant, c'est avec ce que vous venez de dire, c'est que dans le microcosme de la trajectoire d'un rabbin formé dans le sérail, un jeune rabbin formé dans le sérail français, au séminaire de la rue Vauquelin, et qui vient en Israël, qui se fond dans l'israélianité, on pourrait dire, sans perdre le nord, c'est que finalement, maintenant que ce poste qui est à Jérusalem, revenir vivre à Jérusalem, c'est aussi un accomplissement. Mais ce qui est intéressant, vous notez que l'apport et le bagage méthodologique francophone, français, y compris en première ligne d'un public israélien pour les 2/3, c'est ça la clé de la réussite, c'est-à-dire que ça donne vraiment des armes qu'on trouve nulle part ailleurs. J'ai l'impression. D'ailleurs, c'est un peu les articles que j'ai écrits. Ça veut dire, d'un côté, il y a le Talmud, il y a la Bible, le Talmud, les réminiscences bibliques et talmudiques. Et de l'autre côté, ça m'arrive souvent de relire et Kant et Spinoza et les philosophes modernes. Et je retrouve souvent que les philosophes modernes ou classiques ont repris des idées talmudiques. Je veux dire, la synthèse entre les deux, je crois, plaît à une certaine partie du public comme à l'autre partie du public, à la partie lettrée biblique et talmudique du public, et à l'autre partie qui ne l'est pas, mais qui est plus versée du côté profane. Alors, justement, est-ce que cet exemple, cette trajectoire, elle n'illustre pas, et je vous pose la question, le fait que, d'une certaine manière, avec leur background, ça peut être d'ailleurs le cas dans le domaine sociopolitique, avec l'habitude de vivre ensemble, qu'ont connu les communautés séfarades et ashkénazes en France, et la vie publique était à l'époque florissante. Aujourd'hui, on parle de vivre ensemble, mais on en parle tellement que c'est justement c'est parce que ça n'existe pas qu'on en parle beaucoup. Mais à l'époque, on n'en parlait pas comme ça, et ça existait. Alors ma question, c'est de savoir, est-ce que vous ne croyez pas que, puisqu'on parle beaucoup, la française c'est un peu tassé en provenance de France, mais il y a des chances qu'elle reparte aussi, et il y a un réservoir naturel d'immigrants en France qui est important, que d'une certaine manière, ceux qui viendront, ceux qui sont déjà là, mais les immigrants francophones qui viendront, surtout s'ils sont nombreux, ils ont quelque chose de précieux à apporter à l'État d'Israël. Parce que vous avez vécu ça au niveau de la formation rabbinique et de la formation de la pensée et pédagogique aussi. Mais
en élargissant le champ, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a, disons, les communautés francophones ou l'Alliance de France pourrait avoir un rôle assez unificateur, assez bonifiant à jouer dans l'Israël d'aujourd'hui? Oui, je crois parfaitement. D'abord, l'Alliance de France est de qualité et viennent avec leurs diplômes, leurs fonds. Et je pense qu'effectivement, l'Aliyah de France, les Olim Chadashim de France ont sûrement quelque chose à apporter à la société israélienne. Pour revenir au cas du rabbinat, je crois aussi que le rabbinat français a sûrement quelque chose à apporter au rabbinat israélien, bien que le rabbinat israélien soit débordant on va dire, de connaissances, etc. Mais je veux dire, la qualité, je crois, pour revenir au cas du rabbinat français, mais la qualité du rabbinat français, c'est justement de pouvoir apporter, d'être un peu une aide sociale au public israélien qui la recherche, justement. Et je crois que ça, c'est très important. Je ne veux pas dire de la chanara sur le rabbinat israélien, mais j'ai l'impression que c'est plus question-réponse du côté israélien que les Français viennent, les rabbins français viennent donner leur soutien aux Olim Chadashim. Mais pour revenir à votre question, je crois qu'effectivement, les Olim Chadashim qui viennent de France viennent avec leur bagage, viennent avec leur pluralisme. Et je crois qu'à un moment ou à un autre, les choses vont du bon côté. La flèche monte en haut. Alors justement, dans d'autres débats que nous avons menés ici, dans Israël, au cœur du Moyen-Orient, nous avons abordé la question de l'Aliyah de France et des Olim et disons des francophones israéliens, en constatant que malgré leur qualité, et aussi d'une certaine quantité tout de même, par rapport à l'Aliyah occidentale, ils n'avaient pas percé sur le plan public, et que des gens peut-être de moins grande qualité faisaient beaucoup plus de bruit. Alors est-ce que c'est pas dû au fait, parce que vous avez accompagné des gens, vous avez vu des familles s'installer pendant 30 ans et plus de 30 ans, est-ce que c'est pas dû au fait que, en tout cas l'Aliyah telle qu'on l'a pratiquée il y a 1, 2 ou 3 décennies, c'était une Aliyah où on devenait israélien, on laissait de côté, je dirais, l'identité française ou les apports français, et on faisait tout à titre individuel pour se fondre dans la masse israélienne, et alors que d'autres communautés, au contraire, on pense à l'Aliyah russe qui évidemment était beaucoup plus nombreuse, ou même l'Aliyah anglophone qui est moins nombreuse que l'Aliyah de France ou francophone, eux sont très ensemble, très grégaires, ils arrivent à marquer des points parce que ils sont pas atomisés. Il y a quand même il n'y aurait pas un défaut comme ça. À la fois, une qualité, c'est de vouloir être sioniste et de vouloir être israélien, mais le défaut, c'est de ne pas aller vers l'autre, d'être trop individualiste en quelque sorte. Parce que c'est pas le trait de caractère des Français francophones en Israël. Oui, c'est possible. Mais de toute façon, le premier élan d'un Olé Chadash, peu importe lequel, mais le premier élan, c'est de ressembler à l'autre, de ressembler à l'Israélien de la rue. Et puis, je crois que après, par la suite, on revient un peu à ses sources en se disant, finalement, j'ai quand même quelque chose à apporter à la société israélienne en tant que Français, Anglais, Russe, Éthiopien. C'est ça le kibbutz galuyot, en fait. C'est ça, c'est un peu la discussion que nous avons eue tout à l'heure, à savoir que je veux être comme l'autre israélien, comme le Tsabar, mais avec les années, je me rends compte que je peux apporter quelque chose. Et puis, ce qui est aussi de très intéressant, c'est que, vous savez, moi je dis toujours, il y a le Français qui arrive en Israël, celui qui veut rester Français, celui qui n'a pas fait le pas vers la société israélienne, celui qui veut rester Américain, Russe ou Éthiopien, il aura toujours des problèmes avec ses petits-enfants. Il faut voir ça à long terme, parce que les petits-enfants ne parleront plus le français. Ils ne parleront plus ni le amharique, ni le russe, ni peut-être l'anglais, parce que c'est une langue internationale. Mais je veux dire, ils ne seront plus au même diapason que les grands-parents, ou même que les arrière-grands-parents. Il y aura une déconnexion totale. Une coupure. Et ça, c'est terrible. Je crois que c'est même cruel. Et je crois que les uns et les autres qui montent en Israël, la clé de tout, vraiment, je le répète avec un C majuscule, c'est la langue. Et je sais bien que c'est difficile, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et on baragouine, et les petits-enfants, ils vous aideront, etc. C'est beaucoup mieux qu'un ulpan. Mais les enfants ou les petits-enfants.
Ça peut arriver, même au niveau des enfants, que même mes propres enfants, moi j'ai pas suivi leur cursus. Bon, ils ont fait l'armée, la yeshiva tichonite, etc. Parfois, alors que je parle parfaitement l'hébreu, alors que je suis dans la mentalité israélienne, lorsqu'ils parlent entre eux, moi-même je suis déconnecté, parce qu'on n'a pas les mêmes... D'abord, ils parlent vite aussi. Bon, mais ça, on n'a pas eu les mêmes expériences. Et donc, à ce moment-là, il faut que je rattrape. Oui, il faut que je rattrape un peu. Finalement, la vie, c'est un éternel recyclage. De toute façon, il faut qu'il y ait une génération sacrifice. Et c'est nous. C'est nous qui sommes montés de France. Et bon, finalement, on sera toujours dans l'entre-deux, d'une certaine manière. Oui, nous, on a planté l'arbre et eux, ils récolteront les fruits. D'ailleurs, peut-être que c'est une réflexion qu'on pourrait élargir, mais lorsqu'il m'est arrivé de faire un certain nombre de conférences en France avec comme titre indicatif assez neutre, parce qu'il ne s'agissait pas du tout de promouvoir l'ALIA. L'ALIA, elle se promeut toute seule. Sur le thème assez sociologique, quel avenir pour les Juifs de France ? À un certain moment, évidemment, l'auditoire posait des questions et attendait que je me situe par rapport à l'ALIA. J'ai expliqué que l'ALIA, c'est un peu comme le mariage, c'est aussi lié au mazal. Ça vient au moment où le couple ou la famille est mûr, il n'y a pas de date ou d'impératif, tout du moins quand on a le temps de ne pas être chassé aussi du pays dans lequel on est, parce qu'évidemment, il y a des fois des circonstances dramatiques. Mais je disais, voilà, la question du brainstorming qu'il faut poser avant tout alia et en mettant les cartes sur table, si on a le temps, c'est de se dire, et c'est pour ça que vous parlez des arbres et des racines qui sont plantées, c'est de dire dans quelle terre je veux planter mon arbre généalogique. C'est-à-dire ce qu'il y a eu et ce qu'il y aura, où est-ce que je veux planter ces racines. Et si on pose le problème comme ça, alors je dirais l'équation devient pas simplement de savoir si on va pouvoir, et ça c'est indispensable, avoir des bons revenus pour faire vivre sa famille, ce qui est normal pour une famille avec des parents et des enfants, mais de dire à ce moment-là X de l'histoire de la famille, où est-ce que je vais, sur quel terreau je vais replanter cet arbre généalogique. Est-ce que je reste là où je suis, ou est-ce que, au risque de certaines coupures et de certaines accélérations et ruptures, je vais aller en Israël pour replanter mon arbre généalogique là où mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants que je connaîtrai peut-être pas tous, vont pouvoir s'épanouir. Est-ce que c'est pas la vraie question ? Je vais vous dire, d'abord, il faut savoir pourquoi on est là. Ça s'étudie. Et on assiste à des conférences, il y a des maîtres pour cela. Et il faut savoir pourquoi nous sommes là. Si on ne sait pas pourquoi on est là, c'est la porte directe vers la Yérida. Et ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, moi, je pense personnellement que si quelqu'un a fait ça à l'IA, il faut qu'il se dise à tout prix, j'y suis, j'y reste et je fais tout pour y rester. Que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau de nos enfants, de l'éducation, etc. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si elle est vraie, mais je l'ai lue une fois. On dit de Jules César qu'il a conquis l'Angleterre, chose que Napoléon et Hitler n'ont pas réussi à faire. Et lorsque les galères sont arrivées sur les côtes de la Manche, de l'autre côté, outre-Manche, on va dire, tous les légionnaires sont descendus sur la terre d'Angleterre. Et à un moment, Jules César a dit à un des légionnaires, maintenant tu vas mettre le feu à toutes les galères, l'Angleterre est à nous. Je crois que c'est un peu la même chose. Il faut absolument... C'était la galère alors. Et alors il faut donc... Je fais tout. Mais attention, encore une fois, couper les ponts, mais j'ai quelque chose à apporter à la société israélienne, malgré tout. Ça sera l'idée d'une génération, de 2 générations, peut-être pas de 3, mais de toute façon, j'ai quelque chose à apporter. Et encore une fois, cette floraison, cet enrichissement que l'un donne à l'autre est absolument extraordinaire. Je crois qu'il est unique dans le monde. Chose qui n'existe pas aux États-Unis. Absolument. C'est un melting pot les États-Unis, mais là c'est une identité en osmose et ça me rappelle une solidarité. C'est ça. Ça me rappelle cette phrase emblématique de Manitou qui avait dit et qui avait écrit ces choses-là aussi. Nous étions des Juifs en exil et nous sommes en train de redevenir. Nous sommes devenus des Israéliens
venus de diverses diasporas. Donc, de juifs, on est devenus des Israéliens, ce qui veut dire qu'on a coupé au judaïsme, bien entendu. Et nos enfants et nos petits-enfants d'Israéliens sont en train de redevenir hébreux. C'est-à-dire, c'est le passage, la mutation de l'identité diasporique à l'identité israélienne, dont vous dites qu'elle est un projet de civilisation, et qui est en fait le fait de retrouver la plénitude et la shlemout de l'identité hébraïque, à la fois telle qu'elle fut, mais telle qu'elle peut être enrichie de l'Israël moderne, qui est aux avant-postes dans bien des domaines. Donc il y a aujourd'hui cette dialectique entre le passé, le présent et le futur. Et en fait, finalement, votre itinéraire, d'une certaine manière, et dans ce livre, on touche du doigt ces réalités. En tout cas, on arrive presque au terme de notre entretien. Je vous remercie d'avoir accepté de venir ici et nous parler de ce livre et surtout de vos réflexions. Et puis, on souhaite à nos auditeurs Shana Tova en cette période des fêtes de Tishri, et aussi de lire le livre du Rav Lévi, À bâton rompu, qu'on trouve en Israël. Chez moi. D'accord, donc ça vous donnera l'occasion de visiter la synagogue à Trid, près de la Taillette. Très bien. Merci, shalom et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.